Bienvenue à l'émission L'Art de réussir. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Xavier. Comment ça va, Xavier? Super bien, Patrick. Mon co-animateur. Je suis content d'être là, merci. T'es-tu prêt aujourd'hui? Oui, je suis prêt. Puis qui on va voir sur le plateau aujourd'hui? J'ai le plaisir de vous présenter un de mes bons amis. Ça fait au-dessus de 25 ans que je le connais. C'est un initiateur qui m'a permis à 17-18 ans d'être travailleur autonome. Je vous présente François-Xavier Larue. Au plaisir, François. Bonjour. Enchanté. J'aimerais savoir, François, c'est quoi ton parcours quand tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a initié en tant que travailleur autonome? Écoute, j'ai commencé ça très jeune. Moi, j'ai grandi sur une ferme laitière. Fait qu'on avait, il y avait les vaches plus le blé d'Inde. Fait que très jeune, j'ai commencé à travailler. J'ai vu mes oncles, mon grand-père vraiment avoir une business. Là, parce que c'est difficile sur une ferme, là. Ouais. C'est rough, là. Les deux mains dans la terre. C'est ça. On se levait à 4h30, 5h du matin pour aller casser le blé d'Inde dans le champ. La traite des vaches, les foins, tout la grosse ouvrage. Là, j'ai commencé ça très jeune. On pète le foin. Oui, exact. On met les balles de foin en haut. On se pose pas de questions, on fait ce qu'il y a à faire. Puis on travaille. On travaille. Fait que dès jeune, j'ai pogné cette temple-là de travailleur. OK. J'ai travaillé fort, puis après ça, là, j'ai fait mon parcours scolaire. Puis à l'université, j'ai eu une franchise de peinture étudiante. Ça s'appelait Qualité étudiant. OK. Donc pendant mes étés, j'avais une petite compagnie de peinture. Puis je suis devenu coach puis directeur à Québec. C'est là que j'ai recruté Xavier comme franchisé. T'étais coach en quoi exactement? Bien, j'étais coach des franchisés. Là. Fait que OK. je m'occupais de leur formation puis de leur montrer un peu ce qu'ils devaient faire pour avoir une petite compagnie de peinture. OK. On va essayer de démystifier, dans le fond, c'est quoi franchisé et franchiseur. OK. Le franchiseur, on lui paye une redevance. Le franchisé, il reçoit un moule, un package, une structure de quoi faire. Mais ça ne génère pas des clients, puis ça ne dit pas non plus comment faire de l'argent. Okay. Donc, évidemment, c'est un appel de service. Donc, dans les faits, on pense souvent qu'on est franchisé, l'argent va tomber du ciel, c'est pas un restaurant où que les gens débarquent chez nous. Comment tu as fait, toi, pour aller chercher ta clientèle quand tu étais qualité étudiant? Parce qu'on s'entend qu'il fallait chercher notre clientèle de à peu près février à avril-mai, puis il fallait travailler dans le froid pour générer des revenus pour durant l'été. Comment tu as fait? Moi, j'ai grindé à côté. Là. J'ai fait du porte-à-porte. Là. Fait que OK. Tu porte-à-porte. J'avais une équipe de porte-à-porte, là, des jeunes employés. C'est difficile, là. Qui cognent à la porte à moins 15. Bonjour, je viens pour offrir mes services de pas d'époxy, mais services de peinture. Donc, ça, okay. Peinture de fenêtres, peinture revêtement extérieur, peinture intérieure, toutes sortes de peinture résidentielle. OK. Ramasser les noms. Après ça, la fin de semaine, on allait faire les soumissions, trouver les contrats. Fait que c'est vraiment, tu pars une petite business, là, vraiment, pendant ton été. From scratch, là. From scratch. C'est ça. Tu as le franchiseur qui te forme, qui t'explique comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, mais après, il faut que tu le fasses, là. Ben oui. Fait que, si tu mets pas les efforts et si tu travailles pas, ça marche pas. Ça marche pas, là, c'est ça. Fait que j'ai fait ça pendant 3 ans. Puis après ça, donc, je suis devenu directeur à Québec. Okay. Puis je suis déménagé de Québec à Montréal pour partir une compagnie de peinture. Tu es parti à zéro. Parti à zéro, exactement. Okay. Puis dans cette compagnie de peinture-là, j'ai parti une division de plancher de garage. Okay. Donc ça s'est appelé Surfacex. Fait que j'ai commencé à faire des planchers de garage résidentiels. La peinture? Bien, pas de la peinture, c'est de l'époxy. OK. Fait que je me suis acheté une meuleuse pour meuler le béton. OK. C'était pas trop connu dans ces années-là non plus. Non, ça commençait. Ça commençait vraiment. Au niveau résidentiel, ça commençait. OK. Fait que 15 ans plus tard, maintenant, je suis rendu que je fais 95 % de mon chiffre d'affaires, c'est du commercial, industriel, institutionnel. Fait que des planchers d'hôpitaux, beaucoup de membranes de stationnement au niveau des stationnements à étage pour les dalles. Mais là, avec tout ça, tu dors-tu? Si je dors, mes enfants sont plus vieux, là. OK, c'est ça. 8, 12, 16, fait que ça garde occupé, OK. mais j'arrive à dormir. OK. Ouais, c'est ça, j'arrive à dormir. Tu as des employés aussi? Oui, on varie entre 15 et 20 employés, Wow. donc des employés... dans le fond, moi, je suis entrepreneur spécialisé en construction. Fait que tous mes employés ont des cartes CCQ, là, selon les... On est cimentier applicateur. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on meule le béton, on répare, on prépare le béton à recevoir un revêtement polymère. Fait que le revêtement polymère, c'est soit de l'époxy, de la membrane, du polyuréthane cimentaire, tout ce qui va sur le béton. C'est ce qu'on fait. Dis-moi, ta structure de résidentiel à institutionnelle ou industrielle, qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment ça s'est passé?
Oui, tout à fait. Bien, ça a commencé là, des garages résidentiels un après l'autre. Mon chiffre d'affaires était tout petit au début, après ça a grossi, ça grossit. Puis j'ai participé à une émission de télé, ça s'appelait Pimp mon garage. Pimp mon garage. Pimp mon garage à Canal Vie. Fait que ça a comme explosé la demande à ce moment-là. Donc la TV est bien faite pour toi. Ça a bien marché, oui, ça a bien marché. Fait que, puis là, après ça, j'ai franchisé. J'avais 2 employés qui voyaient que ça montait, ça montait puis ça explosait. Fait que j'en avais un sur la Rive-Nord puis un sur la Rive-Sud. Fait que j'ai franchisé le territoire de la Rive-Nord puis de la Rive-Sud. Fait que eux sont encore là maintenant puis ils roulent leur boss. Là, ça va très bien. Parce que franchiseur, faut que tu leur expliques, puis c'est pas tout le monde qui est bon vendeur aussi, hein, tu sais. Oui. Bien, les franchisés, eux autres, tu sais, dans le fond, c'est des bons employés, c'est des bons vendeurs. Une fois que tu sais qu'est-ce que tu fais... Ils ont un bon prof. Ils ont un bon... On peut dire ça, mais une fois que tu sais qu'est-ce que tu fais puis tu le fais bien, c'est facile de le vendre. OK. Ouais. Pour un entrepreneur, tu penses que la force de la réussite, tantôt tu parlais que tu as travaillé dans la ferme familiale, donc ça va beaucoup sur le travail. Mais qu'est-ce qui a pu t'apporter de... Bien, c'est beaucoup des gens avec qui tu t'entoures. Là, fait que quand je parle des gens, il y a ton réseau, il y a tes contacts, mais c'est les employés. Si tu n'as pas des bons employés, tu t'en sortiras jamais. OK. Fait que, donc, la clé, c'est les employés. La clé, c'est les employés. Puis après ça, c'est le développement de marché. Fait que le développement de marché, bon, bien, c'était ton réseau, tes contacts. Puis après ça, c'est en tant qu'entrepreneur, comment tu te développes. Moi, je fais partie d'une organisation, ça s'appelle IO. Donc, on est 120 membres à Montréal. Dans les 120 membres, j'ai un groupe de 9 qu'on se rencontre une fois par mois. On est tous des domaines différents. Fait que, tu sais, parce qu'être entrepreneur, dans le fond, là, peu importe la business que tu as, c'est tout le temps les mêmêmes problèmes. Là. Les employés, le cash flow, les clients ne te payent pas. Les employés qui démissionnent, il faut que tu trouves des clients. Fait que, tu sais, que tu vendes des lumières, des planchers d'époxy ou des revêtements de muraux, c'est tout le temps la même affaire. Là. Fait que, tu sais, le partage d'expérience avec les autres, c'est vraiment ça qui m'a permis de grandir en tant qu'entrepreneur. Donc, tu aimes ça te mettre au défi, hein? On peut dire ça comme ça. Que tu offres quand même la formation à tes employés pour t'assurer justement qu'ils performent, qu'ils soient efficaces, puis t'amener à level up, à aller plus haut. Mes employés ont un cours, là, ils ont un DEP, mais après ça, quand ils sortent du DEP, ils connaissent pas tant que ça tout ce qu'on fait. Là. Fait que c'est de la formation continue. Il y a tout le temps des nouveaux produits, il y a tout le temps des nouveaux projets, il y a tout le temps différents types de polymères, polissage de béton. Il y a comme, on fait comme 8 services différents. Fait que c'est constamment de la formation. Là. Donc, c'est toi, dans le fond, qui amène à donner la formation à tes employés pour t'assurer d'aller chercher un niveau de qualité avec supérieur. Les employés, avec les fournisseurs, tout le monde travaille ensemble. Puis comment tu fais pour fournir une qualité exceptionnelle pour être sûr que les gens ils disent, avec Surfacex, c'est la référence pour les planches en époxy? On respecte toutes les étapes. Là. La préparation, c'est l'étape la plus importante. Après ça, les délais. La question, c'est pourquoi on irait voir toi au lieu d'un autre qui fait la même chose? Bien, parce que ça fait 16 ans que je fais ça. Fait que j'ai pas mal tout vu. Là. Fait que là, on a fait le tour, là, on travaille. L'important, là, c'est la livraison d'une job, ça coche. Puis c'est un travaillant, donc la job est faite. Oui, c'est ça. Il y a plus de se travailler sur une ferme, ce gars-là. Il doit au pelle puis au pic, tabarouette. Donc, sérieusement, je trouve que c'est super intéressant que tu sois ici à l'émission, parce que tu amènes une perspective, justement, que la réussite, ça se fait pas tout seul. Ça se fait en travaillant. Puis je pense que tu es la personne la mieux placée pour dire que, justement, quand on travaille dans une ferme, bien, on n'a jamais peur de pouvoir pousser toujours plus loin. Puis sérieusement, j'ai jamais vu aucun obstacle à François-Xavier Larue. Dans tous ses projets, tout ce qu'il a initié, il y a toujours eu de la réussite qui l'a suivi. Puis c'est pour ça, justement, que tu es ici avec nous autres à l'émission. Bien, merci beaucoup d'être dans l'émission. Merci beaucoup. Que nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité. On est de retour avec Philippe Darvaux, manufacturier de meubles. Comment ça va, Philippe? Ça va super bien, vous autres? Parfait. Super. Philippe, ça fait au-dessus de 20 ans que je te connais. Tu es une personne très dynamique, opportuniste. Tu as tout plein de projets. Tu as la compagnie Bermex. Tu as les chalets wattés. Tu as un nouveau projet en développement. Tu as fait l'école de Beauce. Tu es une machine, là, ça n'arrête jamais. Peux-tu déjà commencer à m'expliquer les chalets wattés, en quelle année que tu as commencé, puis maintenant, tu es rendu avec combien de chalets? Bon, moi, j'ai commencé en 2020, puis quand je dis moi, c'est moi et ma conjointe. Okay. En 2020, j'ai quitté l'entreprise familiale. J'ai été là pendant 17 ans. Puis quand j'ai quitté, on se retrouvait, ma femme était enceinte, on se retrouvait devant une insécurité financière pour la première fois de ma carrière. Et puis, on s'est dit, on se lance-tu là-dedans? Donc, on a fait une première acquisition, un chalet qui n'était pas sur le marché.
C'était dans le bon temps en 2020. C'était le bon temps, c'était juste avant la COVID, c'est Ben ça. oui, Fait que c'est ça. ça a été pour moi une super belle opportunité pour nous. Et puis, donc un chalet avec une piscine intérieure, une Wow. salle de jeu, c'était incroyable, une vue exceptionnelle sur le lac. Puis on a vu le potentiel. C'était pas un chalet qui était locatif à ce moment-là, mais il y avait moins de réglementation. OK. Fait qu'on s'est lancé là-dedans, ça a été hyper lucratif. On avait fait un graphique qui disait que quand on arrive à tant de revenus, bien, on va refaire la salle de jeu. Quand on arrive à tant de revenus, puis finalement, on a monté ça, au lieu de se faire en 2 ans, le plan de match s'est fait en 6 mois. Donc, Wow. ça a été hyper lucratif. Puis après ça, la COVID est arrivée. Et là, ça a été, écoute, on avait frappé le coup de circuit. Et puis, depuis ce temps-là, on a fait une acquisition par année. Donc, 5 acquisitions et une construction qu'on a faite aussi donc dans les 6 dernières années. Mais les chalets ouatés, parce qu'il y a du coton ouaté dedans, explique-moi donc, Ben, c'est quoi? écoute, dans le même temps, je ne sais pas si vous en souvenez, mais en 2020-2021, c'était la chanson T'es-tu belle dans ton coton ouaté? OK. Puis ça a donné comme ça. Moi et ma femme, on s'est demandé comment on va brander nos chalets. Puis on s'est dit, chalet ouaté, c'est confortable, c'est douillet. Puis en même temps, il y a une petite touche humoristique qu'on aimait bien. Fait qu'on s'est lancé Parfait, ça. là-dedans. Ouais. Mais il faut se rappeler qu'en 2021-2022, il y a eu la COVID, Oui. puis que les gens ne pouvaient pas voyager. Puis là, tout le monde voulait s'acheter un chalet. Ouais. Puis là, finalement, C'est ça vrai. l'a changé parce que justement, il y a eu une demande qui a explosé pour les résidences secondaires. Puis ce que ça l'a fait, c'est sur une période de 10 ans, les prix ont pratiquement doublé. Puis les réglementations municipales, il y a eu plusieurs restrictions que la Ville a resserré davantage les secteurs. Puis la CTIQ ne donne pas de permis si les réglementations municipales ne t'autorisent pas pour pouvoir avoir de la location à court terme. Puis la Airbnb ne t'autorise pas d'être sur Airbnb si tu n'as pas ton permis de CTIQ. Donc, C'est devenu de plus en plus complexe. Avant, c'était un peu le Far West. Et puis là, les villes se sont mis à réglementer. Et avec raison, parce que parfois, il y avait des gens qui faisaient de la location. Puis ça dérangeait tout l'écosystème d'une région. Nous, de notre côté, on a toujours fait de la location extrêmement responsable. Donc, OK. on voulait louer pas à des grosses gangs qui font des parties qui manquent de respect à l'environnement ou aux voisins. Puis, on a grossi notre parc immobilier en étant très proactif. Donc, on a rarement acheté des produits qui étaient sur le marché. Puis, au début, avant la COVID, on a acheté des produits justement qui n'étaient pas sur le marché. Puis, quand la COVID est arrivée, puis que là, ça devenait super payant, on a réussi à trouver des propriétés qui n'avaient pas encore leur permis dans des zones que c'était légal. OK. Donc, des petites mines d'or, mais qui étaient cachées puis qui n'avaient pas le potentiel, que les gens ne voyaient pas le Dans potentiel. quel coin que t'es? Nous, on en a à Saint-Côme, on en a 4 à Saint-Côme, un au Lac-Carré ça frustre. à Saint-Faustin, et puis un autre on a un domaine de 53 heures à Saint-Adolphe-d'Howard. Wow. Puis à chaque fois, on essaie de le brander de façon intéressante. Tu sais, celui à Saint-Adolphe de 53 heures, qu'on s'est dit, tabarouette, on va se ramasser avec des gangs qui vont faire des parties épouvantables, ça va être difficile à gérer. Fait qu'on l'a brandé en domaine enchanté. Donc, on a fait chacune des chambres, on a fait un thème de Disney. Fait qu'on a la Reine des Neiges, on a le Toy Story, on a Marvel, on a la petite sirène. Mais là, 53 ans, tu en as Ouais. plusieurs. Sur 53 heures, on en a un. On a un petit lac privé, une plage, une piscine, un sauna, un spa. Fait que OK. vraiment quelque chose, parce que si tu veux faire triper, tu sais, au lieu d'aller à Walt Disney, viens là, tu vas triper, ça va être le fun. OK. Fait qu'on essaie de faire des événements, toujours quelque chose de spécial. Parce que le chalet tout seul dans le bois avec un spa, il y en a un puis un autre. Donc la compétition est immense. Nous, on a essayé de trouver toujours quelque chose qui cochait tout. Donc OK. toujours à moins de 15 minutes d'une montagne de ski, toujours avec un accès au lac, toujours avec une salle de jeu pour adultes et pour enfants. Donc quelque chose qui cochait tout. Tu sais, l'art de réussir, analyser son marché. Ben oui, là, l'affaire, Ben oui, là, là. c'est bien. Puis attends, il n'y a pas juste ça, parce que Philippe, il y a une deuxième compagnie. Bien, Ouais, c'est ok. la compagnie mère, dans le fond, c'est Bermex. Oui. Puis Bermex, vu que c'est des fabricants de meubles québécois, Oui. puis c'est une compagnie, sérieusement, c'est la plus grosse, sûrement, au Québec. On est un des leaders, assurément. Il y a des gros joueurs qui sont avec nous, ceux qui se partagent le marché. Nous, on vend au magasin. Donc, on a 3 usines au Québec. Et puis, j'en ai acheté une en juin dernier, une compagnie qui était... Les propriétaires allaient prendre leur retraite. Fait qu'on a acheté une en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. En plus, qu'il y avait le danger des tarifs. Puis j'ai bien fait parce que depuis que les tarifs ont été en place, on a sauvé à peu près un 25-30 000 par Wow, semaine OK. qu'on allait payer. Donc, pour nous, c'était pour la longévité de l'entreprise. On s'est sécurisé, puis on a acheté en même temps compétiteur. Fait que c'était parfait. Fait que 3 usines au Québec, une aux États-Unis. Les meubles Bermex, on vend au magasin. Donc, Germain-Larivière, ici, qui est un de nos détaillants les plus connus, ou Tanguay, c'est des clients à nous. On ne vend pas personnel aux consommateurs, puis on vend 80 de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. Mais le marché canadien et québécois, entre autres, est en grosse croissance avec OK. nous présentement parce que la demande est là. Tu n'as pas changé un petit peu ta structure dans le but de permettre à
offrir justement tous tes produits à une place parce que justement, tes détaillants, ils ne sont pas en mesure de pouvoir montrer 100 chaises ou 150 chaises. Tu as raison. On a ouvert un showroom aussi cet été à Terrebonne. Donc, un showroom où est-ce que les consommateurs peuvent venir et voir l'ensemble de notre ligne, même si on ne vend pas, bien, on va pouvoir les diriger, les aider, les coacher à savoir qu'est-ce qui répond le plus. Parce qu'un magasin comme Germain-Larivière va avoir peut-être 7, 8, 10 ensemble de nous, mais on a 90 modèles de chaises. Donc, si tu veux acheter une chaise à 5, 6, 7, 800 $ faite au Québec, garantie 10 ans, bien, viens voir au showroom, on va le recommander, puis après ça, bien, Germain-Larivière va construire. Les chaises à 700-800? Les chaises à 700-800. Donc, c'est ça, on est dans le haut de gamme. Donc, c'est des chaises garanties 10 ans. C'est un ensemble de salles à manger qui vont se détailler entre 5 et 10 000 $. Donc, c'est dans le haut de gamme. Par contre, on est souvent le dernier mobilier que quelqu'un va s'acheter. C'est quelque chose que tu vas repasser à ta famille. Ça ne brise pas. C'est tout du bois massif. C'est fait au Québec. Du haut de gamme. 100% fait au Québec. Made in Québec, c'est ça. 150 employés au Québec et puis une cinquantaine aux États-Unis. Dis-moi, l'école de Beauce, Oui. qu'est-ce que ça t'a apporté? Bien, pour moi, il y a assurément un avant et un après l'école d'entrepreneurship de Beauce. Qu'est-ce que Marc Dutil a fait là-bas, c'est exceptionnel. Je vous dirais, moi, j'étais allé, puis à cette époque-là, j'étais releveur. Donc, maintenant, je suis propriétaire de Bermex, mais c'est mon père qui l'avait fondé. J'avais travaillé là 17 ans. Et puis, à ma 15e année que j'étais là, j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis, j'ai rencontré vraiment des êtres humains exceptionnels. OK. C'était bien entouré, là. Ah, bien, là-bas, c'est qu'ils forcent. Tu sais, tu fais une cohorte, puis tu as des coachs, puis tu as du monde incroyable qui viennent t'aider. Moi, je te dirais, mon plus gros challenge, c'était d'être focus et d'avoir une vie balancée. Parce que souvent, mes idées vont à gauche, à droite. Tu ne peux pas être bon dans tout. Ah, non. Puis autant que je crois à la phrase, tu peux pas toujours faire ce que tu veux dans la vie. Ça, c'est mon père qui m'a inculqué. C'est vrai. Puis à l'école de Beauce, il disait, ouais, mais en tant qu'entrepreneur, essaie de focusser sur qu'est-ce que tu es bon pour devenir excellent. Puis pour le reste, entoure-toi des gens qui sont excellents. Exactement. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait dans toutes les compagnies. Donc, les chalets Watté, j'étais avec ma femme beaucoup plus intelligente et compétente que moi qui m'aide à gérer tout ça. Et pour l'école, l'entreprise de meubles, bien, j'ai une équipe exceptionnelle parce que sans l'équipe, on n'est pas nulle part. Puis, tu sais, souvent, les gens vont parler d'employés. Moi, c'est vraiment mon équipe. Mais les gens qui sont là, ils m'ont connu. On est toute une équipe de feu, là. Ah, j'ai une équipe de feu. Puis, tu sais, j'étais là, je poussais des chariots quand j'avais 7 ans, j'emballais des tables quand j'avais 12, j'étais au service à la clientèle à 17. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui est dans nos veines. Mes oncles, mes tantes, mes cousins ont travaillé dans l'entreprise. Donc, pour moi, Bermex, c'est non seulement une compagnie de meubles, mais moi, c'est mon héritage familial. Là, parfait. Dernier petit mot. Oui. Qu'est-ce que ton père t'a donné comme culture qui te permet maintenant de t'amener à l'art de réussir? Travailler, toujours travailler. Il était très, très travaillant. Puis mon père, il disait, tu peux réussir ta vie ou tu peux réussir dans la vie. Et rares sont ceux qui réussissent les deux. Et moi, l'opportunité qu'il m'a donnée, c'est d'essayer de réussir les deux. Donc, de réussir professionnellement dans la vie, mais réussir ma vie en étant un bon papa avec mes 3 enfants, en étant présent pour ma conjointe, puis en profiter. Merci beaucoup d'être venu à l'art de réussir. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité. On est de retour à l'art de réussir avec Philippe Cormier, scénariste, réalisateur. Comment ça va, l'ami? Bien, ça va bien. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Super. Salut, Philippe. Donc, Philippe, en réalité, c'est un comédien, c'est un écrivain, puis il est réalisateur aussi. Moi, Philippe, j'aimerais savoir, ça fait 7 ans, si je ne me trompe pas, que tu es travailleur autonome. Puis, à peu près dans les années 2000, tu as fait ton premier court-métrage. Mais entre ces 2 années-là, comment tu as réussi à faire ta place dans l'industrie en tant que travailleur autonome? Bien, en fait, c'est un milieu qui est particulièrement difficile. C'est un milieu où il n'y a pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de place, beaucoup de demandes, peu d'élus. Puis, moi, j'ai décidé de faire un court-métrage de 15 minutes à la base. C'était ça mon but pour essayer de me sortir du lot puis faire comme je suis capable de faire quelque chose. Quelque chose de différent. Bien, qui sort du contexte scolaire aussi parce que j'avais 17 ans à l'époque. Puis, ce film-là, c'est avec des contacts que j'ai faits en 2020. Ça s'est ramassé à devenir un long métrage finalement qui a été acheté par Apple TV. Et ça m'a permis de créer ma carrière par la suite avec un 2e long métrage en 2021 puis d'autres projets par la suite. Parfait. Là, actuellement, Philippe, t'as quel âge? J'ai 25 ans. Il a 25 ans, imagine-toi, réalisateur. Il a même parti sa compagnie de production, c'est Corbier Productions en 2025 l'an passé. Ouais.
C'est quoi tes gros enjeux? C'est-tu de l'ordre financier ou c'est plus une question d'avoir de la main-d'œuvre, jouer avec les artistes? Bien, c'est un peu de tout ça, je te dirais, dans le sens où la raison pour laquelle j'ai parti ma boîte de production en 2025, c'est parce que c'est plus facile pour nous d'aller chercher de l'argent. On n'a pas à attendre après une autre boîte de production. OK. Donc, pour nous, on a cette partie de la job-là d'aller chercher de l'argent. Ça facilite et accélère, dans le fond, le processus. L'argent vient d'où? L'argent est majoritairement du gouvernement. OK. De moi puis toi. Là. Oui, de vous autres. là. C'est nous autres qui payent c'est des demandes ton de... film. Oui, exact. Ça vient majoritairement des demandes de subventions qu'on fait au gouvernement, OK. mais ça peut venir aussi de bourses, ça peut venir de financement privé Mais aussi. c'est-tu plus facile aujourd'hui avec le streaming, avec Apple TV, avec Crave, avec toutes ces plateformes-là? Bien, en cinéma, oui. En cinéma, OK. ça nous permet d'exposer nos projets à un public plus large. Maintenant, avec les sous-titres anglophones, évidemment, sur la plateforme Crave, par exemple, on atteint le Canada anglais, les États-Unis. C'est ça, ben oui. Mais la télévision est en changement en ce moment. La télé traditionnelle se consomme moins, ce qui fait que on est en train de se tourner vers les plateformes de streaming. Et ça, c'est en train de changer un peu la façon dont les budgets vont être gérés, puis la façon dont on travaille un peu. Là. Tantôt, tu parlais de court-métrage à long-métrage. Court-métrage, c'est quoi, 15 minutes, puis long-métrage, c'est 1 heure et plus? Ouais, bien, long métrage, généralement, c'est environ 1h30 à 2 heures, puis un court métrage, c'est en bas d'une demi-heure. Bien, explique-moi ça. Là. Toi, tu arrives, tu es scénariste, Ouais. tu es sur un plateau, puis tu gères tout le plateau. Explique-moi un petit peu comment ça Ouais, fonctionne. dans le fond, scénariste, je suis la personne qui écrit vraiment les textes, les dialogues. C'est moi qui invente l'histoire, qui invente le ton, qui crée l'univers, vraiment. OK. Et comme réalisateur, je prends ce texte-là puis je fais un film avec. Donc, c'est moi qui est sur le plateau et j'ai le dernier mot sur à peu près tous les départements qu'on parle de plan de caméra, d'éclairage, de costume. Tu engages de maquillage. les comédiens, tu engages Ouais, tout le monde. exact. C'est moi qui s'occupe du casting et on gère environ, ça peut passer de 30 à 120 personnes sur un plateau, Wow. dépendamment du budget et de la grosseur du projet. Mais après ça, moi, j'ai une assistante réalisatrice dont le travail est de gérer les gens. Ça fait pas longtemps que tu fais ça, tu as 25 ans. Ouais. Comment tu peux avoir cette image-là de gérer 100 personnes ou 50? Parce que moi, j'ai de la misère à gérer ma femme. Ben, T'imagines écoute, ça? c'est une bonne question, mais je pense que je suis bien entouré aussi. Puis il y a des gens OK. dont le travail est de gérer vraiment la main-d'œuvre. Là. Tu sais, moi, évidemment, c'est moi qui choisis ces gens-là, mais après ça, je suis plus du côté créatif, OK. puis je dirige les comédiens. Il faut que tu sois allumé, il faut tu penses à tout, là. Faut penser à tout, puis on peut pas en manquer une parce que le temps, c'est de l'argent, puis cette phrase-là est vraiment importante dans notre milieu, malheureusement. Puis qu'est-ce qui fait la différence entre toi et un autre réalisateur ou un scénariste? Qu'est-ce qui fait la différence entre Cormier et les autres productions? Ben, je pense que j'ai une approche qui se veut naturaliste, très, très, très réaliste, mais en même temps, j'ai un côté qui est vraiment edgy. Je m'en vais sur des sujets qui sont un peu plus tabous, sur des sujets dont les gens osent pas trop parler. J'ai parlé du travail du sexe dans mes projets. Je parle beaucoup de la différence des êtres humains, de la façon dont les humains se traitent entre eux, mais de façon un peu plus edgy et trash, je dirais, mais pour faire passer le message. Donc, tu as un style particulier, là. C'est une Oui, signature. je fais du drame psychologique, du thriller psychologique majoritairement. Là. Ouais. Puis un coup que ton long métrage est fait, après, il y a les critiques. Il y a les critiques. Comment tu gères les critiques? Tu les lis tous ou tu veux rien savoir puis tu dis, regarde, moi, je fais ma bosse puis j'avance? Ça doit être dur quand même à surmonter, justement. Oui, bien, c'est sûr que mon agente me dit de ne pas les lire parce que, évidemment, ça peut affecter un peu notre travail, mais c'est un peu difficile de passer à côté. C'est quand même important de savoir ce que les gens en ont pensé. Après ça, j'essaie de m'en détacher puis de se dire, parlez-en bien, parlez-en bien. Mais quand tu dis critique, c'est-tu quelqu'un qui a fait un mauvais commentaire sur Facebook ou c'est un journaliste qui dit, écoute, ce film-là, ça n'a pas de la... Bien, j'ai la chance de dire que ça m'est pas arrivé par des journalistes. C'est plus des madames fâchées sur Facebook qui se permettent de critiquer, mais en même temps, moi, ça me fait plutôt rire, je dirais. Parce qu'il va quand même chercher des sujets un petit peu tabous. Là. Il parlait tantôt au sexe, puis ces choses-là. OK, Donc, trash, c'est sûr OK. qu'il y en a qui ne doivent pas aimer, puis tu sais, tout le monde porte des Bien, commentaires. ça vient chercher quelque chose chez le public, puis c'est ça mon travail, c'est de faire réagir les gens, puis de les confronter peut-être à des thématiques qui sont moins habituées aussi. Là. Fait que c'est pour ça que je me permets d'aller là. Puis après ça, ben, même si j'évite les critiques, souvent les gens les screenshots sur leur téléphone, ils me les envoient, fait que je les lis Ah, pareil. ouais, mais c'est bien méchant. Ben, regarde, je finis toujours par les voir. Rien mais, à voir, ils n'ont rien à faire. On s'habitue, puis on s'endurcit par rapport à ça. Mais explique-moi. Toi, tu as fait tes études en cinématographie. Ouais, ben, j'ai fait un DEC au cégep en cinéma, puis après ça, j'ai fait un certificat en scénarisation OK. de film à l'UQAM. Mais ton expérience en tant que travailleur autonome, tu l'as acquis où? Ben,
Je l'ai acquis très vite. À 17 ans, j'ai appris que ce métier-là n'était pas nécessairement relié aux études. OK. Tu ne peux pas te faire engager comme... Scénariste, là. Ouais, pas vraiment. Il faut créer ses propres opportunités puis se vendre. Et je pense que le côté PR puis le côté apprendre à se vendre est vraiment important pour réussir à travailler. Puis ça, je l'ai acquis assez vite. T'as-tu un gros projet qui s'en vient bientôt? Bien là, je viens de tourner un court-métrage. Je suis retourné au format court, un film de 20 minutes qui est parti dans les festivals internationaux, qui s'appelle Massacrer les louves. Et c'est un film historique qui se passe dans les années 1800. Donc, j'ai décidé de retourner dans le format court, mais avec un projet ambitieux quand même. OK. Qu'est-ce qui te drive là, présentement? Là, on voit Philippe Cormier, là, 20, 26, 25 ans, il a sa maison de production. Tu te vois où dans 10 ans? Tu te vois où dans 20 ans? Qu'est-ce que tu veux? Dans 10 ans, je me vois peut-être travailler en Europe. Je trouve qu'ils ont une façon d'apporter les sujets qui est très différente de nous et ils ont beaucoup d'argent. Donc, ça permet de travailler autrement. Puis peut-être que dans 20 ans, je me vois même travailler aux États-Unis et peut-être même avoir une nomination à Cannes, on ne sait jamais. Parce qu'il y a des jeunes scénaristes, là, il y avait Xavier Dolan, je pense. Ouais. C'est un genre un peu ton idole aussi, parce que lui, c'est lui qui a cassé ça. Bien, c'est sûr que pour moi, c'est une belle référence, OK. une belle inspiration parce qu'on se fait beaucoup comparer. On ne fait pas du tout le même genre de film, mais c'est toujours flatteur de savoir que je suis dans cette lignée-là et que les gens me comparent à lui. Là. Ouais. En tant que scénariste, réalisateur, est-ce que tu recommanderais à un jeune de faire ton même type de métier ou tu dirais trouve-toi un autre job parce que justement c'est trop difficile? Bien, c'est sûr que quand tu réussis dans ce métier-là, c'est le plus beau métier du monde dans le sens où c'est tellement créatif, puis on a tellement une belle liberté, mais il faut savoir que c'est extrêmement difficile, qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, puis qu'on va se faire dire non bien plus de fois qu'on va se faire dire oui, surtout en début de carrière. Donc, si tu es prête à défoncer des portes, puis tu es prête à faire valoir tes points, j'encourage tout le monde à faire ça dans la vie, mais ça va être difficile, ça serait mentir de Mais dire tu es payé l'inverse. avec les subventions ou tu es payé quand le film sort? Comment ça fonctionne? Avec les subventions, dans le fond, dans le budget global du film, nous, on a un pourcentage qui me revient comme réalisateur, comme producteur, comme scénariste. Faut que ça j'ai- marche, là. Moi, j'aimerais savoir, là, un coup que son film il a marché, là, tu redonnes-tu l'argent au peuple pour le gouvernement parce qu'ils t'ont subventionné ou non? Ça marche pas comme ça? C'est pas comme ça que ça fonctionne, Non. et c'est très, très rare, malheureusement, au Québec, que les films se remboursent OK. avec le peu d'argent qu'on a, malheureusement. Tabarouette. Mais c'est un plaisir de t'avoir sur notre plateau. Ben, merci on a un beaucoup. scénariste, c'est Je rare. sais, Hey, je c'est la sais. première fois, Ah oui, c'est vrai? J'ai fait 7 ans, je fais la télévision. Première fois en 7 ans que j'ai un scénariste qui vient sur... Ben, ça me fait Le plus jeune. plaisir. Le plus jeune Le en plus plus. jeune. Et le plus prometteur. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu, j'apprécie. ça me fait plaisir. Puis, l'expérience a bien été, mon ami? Moi, j'ai adoré. C'est quand la prochaine? Ah, bientôt, là. Ah, c'est vrai, j'aime ça. Fait que nous, je pense que ça terminait notre émission de l'art de réussir pour cette saison. On se revoit à la prochaine saison.